Il est 14h16 à Paris. Bienvenue dans notre focus du jour. On va continuer aujourd'hui encore notre série verte en prenant la direction de l'Afrique du Sud. Le pays est confronté à un double défi, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et accroître sa production pour mieux répondre à la demande. À ce jour, 85% de l'électricité sud-africaine est produite à partir du charbon, ce qui en fait l'un des pays les plus polluants au monde. Mais les mentalités semblent sur le point de changer. Le gouvernement, notamment, affirme vouloir diversifier son mix énergétique en y intégrant davantage de nucléaire ou encore d'énergie renouvelable. Alors Pretoria peut-elle concrètement changer la donne? C'est l'objet de notre focus du jour. Il est signé de nos correspondantes Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Bienvenue dans l'État libre d'Afrique du Sud et plus particulièrement dans le petit village de Paris. Paris, où certaines ONG organisaient la semaine dernière une conférence sur les changements climatiques. De Paris à Paris, les activistes étaient tous les jours en contact avec leurs représentants en France pour s'assurer que l'Afrique du Sud soit entendue. And to be very clear, we need to challenge our own governments. At the moment, we're much too weak. À l'heure actuelle, nous sommes encore bien trop faibles. Nous avons devant nous un énorme travail de mobilisation si nous voulons construire un mouvement qui arrive à protéger au niveau local les populations contre la pollution qui les affecte et au niveau global des conséquences du réchauffement climatique. Les Sud-Africains sont inquiets. Leurs émissions de gaz carbonique sont 10 fois supérieures à la moyenne africaine et les populations en souffrent. Tandy et Rona sont toutes les deux originaires de Sasolburg, à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est l'une des villes les plus polluées du pays. On souffre d'asthme et aussi de sinusite. On a aussi des problèmes aux yeux qui coulent en permanence. On a aussi des cas de tuberculose, des problèmes respiratoires, des maux de gorge, des migraines, des enfants qui ont des diarrhées chroniques et des problèmes de peau. Si la qualité de l'air est si problématique, c'est aussi parce que cette région abrite une dizaine de centrales thermiques au charbon. Pretoria dépend à 80% des énergies fossiles. Le président Jacob Zuma vient même d'inaugurer Medupi, une méga centrale au charbon comme on n'en construit plus. Pour Pretoria, l'important c'est de produire toujours plus d'électricité. Nous n'avons aucun temps à perdre. Nous devons, en tant que pays, avancer encore plus vite. L'Afrique du Sud a bien du mal à soutenir sa croissance. Les coupures d'électricité sont régulières et dans les locaux d'Eskom, la compagnie nationale, on fait le point tous les 3 mois sur l'état d'un réseau vieillissant. Dans cette course au mégawatt, la transition vers des énergies propres est un luxe. Ça veut dire emprunter de l'argent, s'endetter. Atténuer les effets du changement climatique, ça va probablement se traduire par une augmentation des impôts pour les Sud-Africains. Mais nous allons continuer à nous battre pour trouver des solutions qui soient bon marché. Même si cette stratégie n'est pas encore gravée dans le marbre, nous avons l'intention d'utiliser le système des crédits et des compensations carbone. Je ne vois pas pourquoi nous ferions l'impasse sur ça. Compensation, l'expression est sur toutes les lèvres face aux difficiles objectifs de la COP21. Pretoria rappelle que le pays est pauvre, que la demande d'électricité a crû de 20% en 10 ans et que les Sud-Africains ne sont même pas encore tous reliés au réseau. Mais pour prouver leur bonne volonté face aux défis des changements climatiques, les municipalités se sont engagées dans de gigantesques programmes d'économie d'énergie. Liane et sa mère habitent ce bidonville depuis 2005. Leur baraque n'avait pas de plafond. Les factures d'électricité étaient élevées. La ville du Cap vient de leur construire gratuitement un toit, un premier pas vers une meilleure isolation thermique. Il y a déjà tant de problèmes avec l'électricité. Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose qui soit dans l'intérêt de tous. Je ne sais pas moi, peut-être avec le soleil. Après tout, c'est une énergie presque gratuite, non ? Du soleil et du vent, le pays de Nelson Mandela n'en manque pas et les autorités ne le négligent pas.
Tous les mois, un nouveau projet voit le jour. Les énergies renouvelables devraient représenter plus de 10% de l'électricité d'ici 5 ans. Une aubaine pour les entrepreneurs étrangers qui sont toujours plus présents sur la scène énergétique. Le succès de l'éolien, le succès du solaire s'impose et l'Afrique du Sud augmente les allocations et donc ouvre ses portes finalement à d'autres projets renouvelables. Mais l'industrie renouvelable ne suffira pas. Les analystes craignent que la crise ne s'envenime. Ces économistes ont étudié l'impact des coupures d'électricité des 5 dernières années. Leurs études prouvent que s'il n'y avait pas eu de délestage, le produit national brut serait supérieur de 10% à ce qu'il est aujourd'hui, un manque à gagner crucial pour l'économie sud-africaine. Ça correspond à une contraction de l'économie de l'ordre de 22 milliards d'euros. Avec une telle somme, c'est plus de 2 millions de personnes qu'on aurait pu faire travailler. Pretoria ne peut pas se permettre de produire moins. Et pour produire plus d'électricité sans dépendre des énergies fossiles, le gouvernement pense à la solution nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à posséder une centrale. Elle prévoit d'en construire d'autres, mais personne ne sait comment elle les financera. Et on revient sur ce dossier avec notre invité Thierry Giordano. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur au CIRAD, économiste, expert en développement. Le problème, on l'a bien compris aujourd'hui, c'est que l'économie du pays est liée à la production d'électricité, une production qui repose essentiellement sur le charbon. L'économie donc repose en grande partie sur l'industrie minière. Est-ce qu'il est réellement envisageable que l'Afrique du Sud sorte un jour de ce schéma ? Bonjour. Il est envisageable, il le faudra, ça c'est sûr, parce que le système économique dans lequel se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud, et qui a un vieil héritage des années 50 et dont le gouvernement démocratiquement élu en 1994 a hérité, ce système-là, aujourd'hui, ne tient plus. Il ne tient plus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne crée pas d'emplois. Et on voit l'économie sud-africaine, qui aujourd'hui croît à quasiment 2% par an, ne crée absolument pas d'emplois. Donc il y a bien un problème dans la structure économique et il faut arriver à faire émerger de nouveaux secteurs qui soient capables, eux, de générer de l'offre de travail. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'elle fait réellement partie des questions existentielles posées par les Sud-Africains ? On a plutôt le sentiment qu'il y a beaucoup d'autres points à régler avant de s'atteler à cette problématique verte. On pense notamment à l'emploi, vous venez de l'évoquer. Oui, effectivement, il faut voir la situation sud-africaine comme un pays émergent, certes, mais quand même toujours en développement, avec un taux de pauvreté, ça a été rappelé dans le reportage, qui est extrêmement élevé, 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage de 25%, que l'on peut augmenter à 40% facilement en prenant en compte les gens qui ont abandonnés et qui ne cherchent plus de travail. Donc, l'accès aux services, à l'éducation, à la santé est bien meilleur qu'en 1994, mais il reste encore des progrès à faire, et l'accès à l'électricité aussi. Donc, on est dans une situation où, effectivement, la priorité pour le gouvernement se retrouve l'économie, la croissance, pour essayer de créer le maximum d'emplois, et si on peut faire coup double, effectivement, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Justement, vous parlez du gouvernement. Comment l'État sud-africain s'attaque-t-il à ces questions environnementales ? Est-ce que son engagement aujourd'hui en faveur du climat est réel ? L'engagement sud-africain a été fort depuis très longtemps, quasiment depuis les premières COP, en tout cas depuis 1994. Et cet engagement est politique. Là où la difficulté apparaît très forte, c'est de traduire ça en matière très concrète, savoir exactement ce qu'il peut faire et comment il va le faire. Et on le voit aujourd'hui, le secteur électrique est une traduction directe de ça. Le gouvernement sud-africain a essayé d'améliorer les conditions de vie de sa population, a négligé le secteur électrique qui se retrouve aujourd'hui dans un état catastrophique, avec un sous-investissement dans la maintenance, un sous-investissement dans la production, et donc un gouvernement qui réagit au lieu d'anticiper et qui se retrouve à monter des centrales à charbon parce que pour lui, c'est plus facile, il détient la ressource charbon et n'a pas anticipé en fait le passage vers d'autres sources d'énergie qui peuvent être les renouvelables ou, comme il l'a envisagé à un moment, le nucléaire. Et il l'envisage toujours. Et parce que cette transition nécessite évidemment des coûts, un financement qui fait partie justement des gros points d'achoppement de cette COP21. Merci beaucoup Thierry Giordano d'avoir été notre invité du jour. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du 13-15. À tout de suite.